Cet épisode va être thérapeutique parce que je suis actuellement toute seule depuis hier soir. Alors en soi, jusque-là normalement pas de souci, sauf que être toute seule, alors que ça fait 1 mois que t'as été en coloc avec 7 autres personnes, c'est une catastrophe. C'est hyper compliqué. Là, je vous assure que ma batterie sociale, elle a besoin d'être stimulée. D'habitude, elle est dans le négatif. En tout cas, avant Bali, elle avait l'habitude d'être dans le négatif. Et là, je vous jure qu'elle a besoin d'être stimulée. Donc cet épisode tombe à pic parce que j'ai vraiment envie de papoter. J'ai ce besoin là de je sais pas, d'être stimulée, quoi, de rigoler, même si je vais rigoler toute seule avec mon micro, c'est pas grave, mais de vous raconter des choses, quoi. Surtout que j'ai plein de choses à vous raconter. Ça fait, 1 mois du coup que vous m'avez pas eu dans les oreilles vraiment, où genre on se donnait des petits updates. Donc il y a vraiment des choses à se raconter, surtout que ce dernier mois à Bali a été hyper enrichissant. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis rentrée il y a même pas 3 jours de Bali où j'ai passé 2 mois. Le premier mois, je l'avais fait un petit peu en mode spiritualité de mon côté, et l'autre mois, je l'ai fait en mode coloc. Mais coloc, genre on était 8 entrepreneurs dans une villa, donc c'était un peu genre les anges de la télé-réalité, mais sans tous les dramas, genre vraiment avec bienveillance et compagnie, mais avec la dynamique entrepreneuriale, et c'était incroyable, genre hyper inspirant et tout. J'ai trop hâte de vous en dire plus dans cet épisode parce que c'était une magnifique expérience. Mais pour répondre à la fameuse question que tout le monde me pose depuis que je suis rentrée, ça va le retour, pas trop compliqué? La réponse, jusqu'à hier, aurait été « mais oui, nickel Michel, genre tout va bien !» Parce qu'effectivement, jusqu'à hier, tout allait bien. Je suis absolument ravie de retrouver mes proches, je suis absolument ravie de retrouver mon chez-moi, d'ailleurs qui n'est bientôt plus mon chez-moi, faut que je vous en dise aussi à ce niveau-là. Mais j'étais absolument ravie et je le suis toujours autant d'être arrivée à Lille. Mais surtout que la descente de mon petit nuage baliné a été amortie par l'ambiance Noël qu'on peut trouver aujourd'hui en France, et c'est trop génial. L'ambiance de Noël à Lille, elle est trop sympa, il y a une grande roue, il y a plein de lumière et tout, et ça rend du coup l'accueil tellement réconfortant, tellement chaud, et tout est tellement accueillant. Enfin vraiment, je me sens vraiment à la maison et je ne pouvais pas rêver d'un meilleur accueil. En plus, Anto est venu me chercher à l'aéroport, c'était trop bien. Enfin bref, je suis trop contente en vrai depuis que je suis arrivée. Juste depuis hier soir, donc là je vous tourne l'épisode, on est dimanche soir, je suis rentrée jeudi dans l'après-midi, donc ça fait à peu près 3 jours, et depuis hier soir, j'avoue que je suis un peu en mode down. Je pense que c'est là où j'ai le contre-coup parce que je dors assez mal, je suis jet-laguée. Alors c'est pas un aussi gros jet-lag que ce qu'on pourrait imaginer. En vrai, je m'endors pas parce qu'on avait quand même 7 heures de décalage. En vrai, je m'endors pas à 16h de l'après-midi, donc ça va. Mais je me réveille hyper tôt le matin. Ça fait 3 matins que je me réveille à 4h45, donc ceux qui me regardent sur YouTube, ne jugez pas mes cernes. Mais du coup, la fatigue se ressent et la fatigue joue sur le moral. Et effectivement, depuis hier, je sens que je suis un peu en mode... Le fait d'avoir le soleil, la chaleur, les palmiers et tout, bah ça crée de la dopamine, et je pense que mon corps il est clairement en mode, déjà il comprend pas, genre mon cerveau il est en mode mais comment ça se fait, genre il y a 2 jours t'étais en maillot de bain, là t'es genre sous écharpe, gants, sous moins 5 degrés, j'abuse, il fait 5 degrés, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, avant, t'étais entouré de 8 personnes, t'étais en train de papoter toute la journée. Là, t'es chez toi, dans un plus petit appart. Alors, certes, il y a Anthony et ça me fait vraiment du bien, mais du coup, c'est pas du tout la même dynamique. Donc, bref, mon cerveau, il est complètement paumé, et je pense que là, du coup, je me prends le contre-coup. Mais j'accepte. Je me dis que ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de comment je vais me reconstruire aussi derrière. Donc, j'accepte de voir comment je me sens et de process toutes ces émotions. Et je me dis que progressivement aussi, avec le sommeil qui va revenir, ça va se refaire tout seul, mais je suis en tout cas absolument ravie d'être là et de retour quand même, parce que je sens que ce mois de décembre a tellement de belles choses. C'est aussi là-dessus que je me rattache, et c'est pour ça que j'avais aussi hâte de rentrer, parce que le mois de décembre s'annonce génial, parce que déjà, pour vous donner justement la petite nouveauté d'un point de vue perso, on déménage parce qu'il fait froid. Parce que dans notre appartement, il fait froid. Non, en vrai, j'avoue que c'est un des facteurs quand même, mais surtout parce qu'on avait envie de sortir de Lille. Là, on est vraiment dans l'île centre, dans un appartement très sympa, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche peut-être plus de calme, plus de nature, et du coup, on a décidé de changer d'appartement, et en plus, on récupère celui d'une copine qui est absolument incroyable. Donc, en plus, on ne déménage pas, genre, en dehors, en banlieue, on s'en va en Belgique. Donc on ne se contente pas de changer de ville, on change même de pays. Ça s'annonce dit très drôle d'un point de vue administratif, mais c'est une histoire pour la semaine prochaine. J'ai plein de trucs à vous raconter dans cet épisode sur tout ce qui s'est passé pour moi les dernières semaines du coup où j'étais à Bali, cette fameuse expérience avec la coloc, ce que j'en ai appris, ce qui s'est passé juste parce que Hélène fait des bêtises de temps en temps, et tout ça. Donc si je devais commencer peut-être pour vous donner un petit update au niveau santé, parce que c'est là que il y a beaucoup de choses à raconter aussi.
Pour commencer par une anecdote, est-ce que vous vous rappelez le fait qu'à Bali, l'eau n'est pas potable? L'eau du robinet, tu ne la bois pas, sinon tu tombes malade. Mais en arrivant à la coloc, Hélène, en ayant tellement marre de ne plus pouvoir cuisiner, s'est dit je vais recommencer à cuisiner. Et une fois, par réflexe, dans le feu de l'action, j'étais pas concentrée, j'avais la tête ailleurs, j'en suis venue à mettre un petit verre d'eau, en tout cas un fond d'eau, dans mes légumes. Et sur le moment, je m'en suis pas du tout rendu compte. Et c'est le lendemain où je me disais, purée, j'ai un peu mal au ventre et tout. Genre, je sens que ça gargouille, je sens que, ouais, il y a un truc, ça va pas trop et tout. Les jours suivants ont été complètement explosifs d'un point de vue transit, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça a duré pendant 5 jours. Donc heureusement, rien de grave, j'ai pas chopé une bactérie, un parasite ou quoi, mais je me suis quand même retrouvée pendant 5 jours, les fesses sur les toilettes et avoir le transit genre dans tous les sens quoi. Et après ce qui était hyper bien et rassurant quand même, c'est que j'avais pas d'autres symptômes, donc j'allais juste aux toilettes, mais en soi tout le reste allait très très bien. Mais en vrai non, si on revient un peu plus sérieusement, Bali, je vais le dire cache pistache, ça m'a détruit la santé. Dans le sens où je reviens avec l'estomac en vrac, avec de l'eczéma, avec de l'inflammation au niveau de mon ventre, avec des ballonnements, de la rétention d'eau, du stress. J'ai pas mes règles en plus depuis 2 mois, ça aussi anecdote très drôle. Alors je vous rassure, j'ai fait un test de grossesse ce matin, il était négatif, donc vous ne serez pas Tati, Anti et compagnie sur le podcast. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de choses que je dois reprendre au niveau de ma santé et j'avoue que ça, j'ai beaucoup de mal à le digérer, littéralement. Parce que vous savez que ça fait plus d'1 an que je travaille sur ma santé suite au lactose et compagnie et que je fais vraiment attention au quotidien à ce que je mange, que je reconstruisais progressivement mon estomac parce qu'il avait été super inflammé et compagnie, que je n'avais plus de rosacée, je n'avais plus d'eczéma depuis des années et là le fait que ça revienne, je sais en gros comment le soigner mais j'ai quand même un peu les nerfs que ce soit revenu. Et le pompon sur la Garonne, mon niveau de stress depuis que je suis à Bali est hyper haut, je ne l'explique pas. En tout cas, je l'expliquais au début avec l'hyper-vigilance de justement faire attention à ce que tu bois, faire attention à ce que tu manges, de l'adaptation dans ce nouveau cadre de vie. Mais là, je ne l'explique pas et mon niveau de stress ne redescend vraiment pas. Alors que je médite tous les jours depuis plusieurs semaines, je n'arrive pas à faire descendre mon niveau de stress. Donc ça va être mon focus aussi sur les prochaines semaines. Et aussi au niveau sportif, moi qui d'habitude faisais mes 10 000 pas par jour, faisais mon petit sport un peu tous les jours, j'avoue que là j'ai un peu levé le pied. Alors j'avais fait du lagris, j'ai découvert d'ailleurs le lagris, c'est genre du Pilates reformer mais en bien plus intense. Mais j'ai découvert en tout cas le lagris quand j'étais à Bali, alors ça j'avoue que j'en faisais quand même 4-5 fois par semaine, donc c'est pas mal. Mais je faisais pas mes 10 000 pas et ça j'avoue que je l'ai ressenti au niveau du corps, au niveau du mental et j'ai vraiment envie de le réinstaurer parce que c'est essentiel. Et ça j'avoue que j'ai envie de bien reprendre cette habitude-là parce que ça fait trop du bien au corps, à l'esprit, à la tête, à tout ce qu'on veut. Donc faites vos 10 000 pas par jour dans tous les cas, c'est trop important. Et c'est là où j'ai un truc hyper intéressant à vous annoncer parce que je me suis dit que quitte à me reconstruire là les prochaines semaines, je sais que je vais avoir besoin de réduire mon inflammation, que je vais avoir besoin de réduire mon niveau de stress et compagnie. Je me suis dit que plutôt que de le faire seul de mon côté et de juste moi-même en profiter, j'avais envie de vous en faire profiter aussi. Je sais que vous, la santé, c'est aussi un sujet qui vous intéresse énormément, genre comment bien manger, comment réduire l'inflammation, comment réduire ses ballonnements, sa rétention d'eau. J'ai personnellement des clés, j'ai vu une naturopathe encore hier pour justement discuter de tout ça, sur comment faire en sorte de retrouver un équilibre au niveau aussi bien de sa santé physique, aussi bien de sa santé mentale, aussi bien de ses habitudes parce que j'ai envie de reprendre le sport aussi. Et tout ça combiné, ça va me prendre plusieurs semaines et j'ai envie de vous emmener justement sur les 24 prochains jours à compter du 1er décembre. Oui, on va se faire une sorte de calendrier de l'Avent du bien-être, du rééquilibrage. Mais en tout cas, j'ai envie de vous emmener avec moi sur le mois de décembre pour arriver à rééquilibrer notre corps et notre esprit ensemble, pour mieux se sentir et pour, vous savez, toutes ces choses-là qu'on n'a pas envie, la rétention d'eau, le stress, l'eczéma, les trucs comme ça, pour arriver à s'en débarrasser. Donc vous pourrez trouver pendant le mois de décembre tous les jours un réel sur mon compte qui parlera de ça, qui vous donnera un tips sur comment rééquilibrer son alimentation, comment réduire son stress, comment réduire les ballonnements, des choses en tout cas qui vont vous aider à mieux vous sentir dans votre corps et dans votre tête. Donc j'ai très hâte de commencer cette aventure ensemble et normalement je vous sors un premier réel d'ici ce soir. Mais à part le niveau santé, il faut que je vous parle aussi de tout ce qui s'est passé pour moi au niveau plus personnel, professionnel. Et pour répondre à une de vos questions que je suis sûre que vous avez depuis le début où je vous ai annoncé mon départ, comment s'est passée la distance avec Anto? Comment est-ce qu'on a géré? Eh bien écoutez, on a géré comme des chefs. Je vais vous étonner en disant ça, mais notre couple s'est renforcé par la distance. Je suis moi-même autant étonnée parce que je suis partie avec la boule au ventre en me disant j'espère qu'on va bien gérer ça, genre comment est-ce qu'on va faire pour pas trop se manquer, pour trouver notre rythme et tout, pour quand même se donner des nouvelles sans s'oppresser l'un l'autre. Mais grâce à cette distance, on a découvert notre couple sous de nouvelles facettes.
On a développé un niveau d'attention bien plus important que ce qu'on avait avant. Alors déjà avant, on était très présents l'un pour l'autre, très comment ça se passe et tout pour toi, genre très vigilant à comment l'autre se sentait. Mais là, d'autant plus, genre, ok, comment tu te sens, toi, comment tu sens la distance, comment est-ce que tu te ressens au quotidien. On parlait beaucoup de nos vulnérabilités aussi, mais pas que vis-à-vis du couple, mais aussi vis-à-vis de nos projets professionnels, comment tu te sens. Par exemple, je lui demandais beaucoup comment il se sent lui, alors qu'il est tout seul à Lille, en plus avec l'hiver et compagnie. Donc il y avait vraiment un niveau de communication et de présence qui était encore plus important que ce qu'il y avait avant. On se disait aussi beaucoup plus qu'on s'aimait. C'est pas quelque chose sur lequel on est pudique, mais il n'y avait pas de souci à se le répéter plusieurs fois par jour, à montrer quand même qu'on n'oubliait pas l'autre. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça qu'on cherche à mettre en avant, mais en tout cas, montrer que l'amour était toujours là, rassurer, je pense, inconsciemment l'autre de t'inquiète, tout va bien dans notre couple et tout, genre t'as pas besoin de t'inquiéter ou quoi que ce soit. En vrai, ce serait intéressant qu'on fasse un épisode ensemble avec Anto sur comment est-ce qu'on a vécu la distance et comment on peut vous donner des petits tips et tout. Mais de mon côté, ça m'a vraiment permis de profiter à fond de mon expérience. Je sais que si j'avais eu des petits soucis de couple, si on n'était pas d'accord sur certaines choses, si on se comprenait pas, si bref on se challengeait mutuellement, ça aurait été compliqué parce que t'as toujours la tête un peu ailleurs, t'es en train de faire quelque chose, mais t'as la tête qui pense à mince, il faut que j'écrive ou quoi. Et là, de pas être du tout dans cette dynamique-là, ça m'a permis de profiter à 100% de chaque chose que je vivais quand j'étais à Bali et de vraiment profiter de mon expérience. Donc vraiment, je suis trop reconnaissante que ça se soit aussi bien passé. Les retrouvailles, vous en doutez bien, on était trop contents de se retrouver. J'avoue que j'ai lâché ma petite larme, vous me connaissez à force. Mais voilà, au niveau de notre couple, ça s'est très très bien passé. Ensuite, petite anecdote, sachez que j'ai fait un cours de danse. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais fait ça de ma vie, que j'ai beaucoup de mal à mettre en mouvement mon corps, genre à pas me trouver cruchonne quand je le fais. Et surtout, j'ai fait un cours de sensual dance floor. Donc clairement, c'est la sensualité à l'état pur. T'es là, t'es par terre, tu fais des trucs, je sais pas, il faut mettre des genouillères tellement c'est sensuel en fait. Et je me suis retrouvée à faire ça. Alors j'étais très contente parce que je voulais me challenger, genre je vous avais dit c'est quelque chose que j'ai envie de travailler, ma féminité, ma sensualité et tout. Donc ça a été très challengeant. Je suis sortie de ce cours pour être honnête en me disant je ne remettrai plus un seul pied là-bas, je n'ai pas aimé. Mais c'est pas le cours en lui-même que je n'ai pas aimé ou la danse, c'est vraiment que ça m'a mis face à mes insécurités. Ça a mis le doigt directement sur toutes les choses qui viennent me titiller, genre toutes les choses sur lesquelles je me sens pas à l'aise. Je pouvais pas m'empêcher de me comparer aux autres nanas, même si on était dans un cours débutant qui avait une grâce, une sensualité, juste dans la position des mains, enfin je sais pas, c'était trop beau quoi, genre elles étaient trop sensuelles et tout, moi j'avais l'impression d'être un hippopotame en genouillère, enfin vraiment ça n'avait aucun sens quoi. Il y avait un miroir évidemment en face de nous, donc je voyais que je faisais aussi n'importe quoi, que c'était pas sensuel, j'avais pas le tempo, bref, je me critiquais et j'étais vraiment là, mais Hélène, qu'est-ce que tu fous là quoi. Mais en vrai, je suis hyper contente d'avoir vécu cette expérience parce que ça met vraiment le doigt sur quelque chose que je dois travailler, parce que ce sentiment de je suis pas à l'aise dans mon propre corps, ça fait 2 ans, je pense que je l'avais pas ressenti. C'est un sentiment que j'avais bien plus jeune, genre que je ressentais assez régulièrement. Et je me dis, ça montrait bien le mal-être que j'avais à ce moment-là. Mais aujourd'hui, de le revivre, ça me renvoie vraiment dans mes insécurités et j'ai pas envie de les avoir. Genre, ça me montre qu'il y a encore des choses à travailler, donc tant mieux. Mais effectivement, ce côté féminité que je venais travailler à Bali, je l'ai travaillé avec tout ce qui est spiritualité, douceur, créativité. Mais tout ce qui est rapport au corps, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup de chemin à parcourir. Autre petite anecdote aussi, d'un point de vue plus professionnel, j'ai eu 2 opportunités qui se sont présentées à moi et qui ont été l'occasion de rester alignée avec mes valeurs. J'ai été démarchée dans un premier temps par un café pour aller faire une conférence, un atelier dans leurs locaux. Et en soi, trop génial. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais trop bien, c'était un de mes objectifs à Bali aussi. Enfin, trop génial et tout. Ça fait aussi un bon coup de com', ça fait un bon exercice et tout. Donc, trop sympa. Mais en discutant avec la nana qui gérait tout ça, j'étais pas du tout alignée. Elle s'intéressait pas à moi. Enfin, j'avais l'impression d'être un pion qui venait mettre en avant son café et lui ramener du monde dedans. Et j'avoue que moi, ça m'a profondément touchée parce que j'étais là, mais c'est pas le genre de personne avec lesquelles j'aime travailler. Au contraire, j'aime les gens très solaires et pour moi, c'est hyper important. Et d'un côté, j'avais une part, l'ego qui me disait, mais Hélène, en même temps, c'est un super exercice, tu peux peut-être trouver des clients là-bas. C'est autant de choses que tu peux mettre en avant sur tes réseaux. Genre, clairement, ça rend bien de dire que t'as fait un atelier à Bali, que t'as fait une conférence à Bali. Enfin, ça rend bien. Mais quand je faisais la part des choses entre mon ego et mes valeurs, j'étais là, non, clairement pas en fait. Genre, aujourd'hui, moi, ce que je prône, c'est justement l'alignement avec ses valeurs, le fait de pas écouter son ego qui
nous drive pour des raisons qui sont pas pures, qui ne sont pas alignées avec nous. J'étais ah non, reste aligné avec toi-même et écoute-toi. Et le deuxième événement qui est venu challenger ça justement, c'est que j'ai été démarchée par le journal Marie-Claire, rien que ça. Ils m'ont démarché pour rédiger en gros un article sur moi qui paraîtrait en janvier. Et effectivement, opportunité de ouf. En plus, c'est hyper flattant de se dire que déjà, moi, je suis là avec mes 250 abonnés. Genre, comment est-ce que vous l'avez trouvé, mon compte? Mais de se dire, ok, genre, je viens de me lancer, je suis encore une petite personne, une petite entrepreneuse. Et pour autant, genre, on s'intéresse à moi. Donc, effectivement, c'est flatteur pour l'ego. Mais sachez qu'il me demandait aussi 2600 € pour apparaître en gros, genre, c'était un peu, on vient te chercher, mais il faut que tu payes, quoi. Donc, rien que ça m'a freiné, ça m'a bloqué. J'étais quand même là, est-ce que c'est pertinent ou pas? Genre, après, d'un point de vue stratégique, c'était pas tellement intéressant. Genre, 2600 €, autant me former à la communication plutôt que d'attendre que quelqu'un fasse de la communication sur moi à travers un article qui n'est même pas ciblé sur finalement ma cible. Aucun d'entre vous, je pense, ne lit Marie-Claire, donc en fait, c'est même pas pertinent pour moi. Mais encore une fois, j'ai été challengée du coup sur mon ego, mes valeurs. Mais je suis fière de moi de me dire à chaque fois, ce qui prône, c'est mes valeurs et j'ai vraiment pas envie de me détourner de ce chemin-là. Donc ça, c'était pour les petites anecdotes par-ci par-là de la vie. Mais si on en vient à vraiment discuter aujourd'hui de ce qui s'est passé avec la coloc, de ce que j'ai vécu, je dirais que ça m'a rabiboché avec la relation aux autres. Dans le sens où depuis quelques années, je dirais que, je vais pas parler de phobie sociale, mais je dirais que je suis pas giga à l'aise avec les autres. En tout cas, il me faut du temps pour arriver à être à l'aise vis-à-vis d'un inconnu, dans un groupe ou quoi que ce soit. Dans un groupe, typiquement, j'ai plus tendance à jouer un rôle que d'être moi-même. Quand je suis en one-one avec quelqu'un, je suis hyper challengée parce que je pense qu'il y a le côté un peu timide qui ressort de mince, est-ce que je vais être intéressante? Comment je peux combler la conversation pour faire en sorte que la personne en face de moi, elle passe un bon moment? Bref, pas à l'aise du tout avec les autres de base. En plus, le fait d'être arrivé à Lille dans une ville où on connaissait personne, ça nous a pas obligés à rencontrer du monde, à nous confronter à un groupe ou quoi que ce soit. Donc j'étais vraiment dans ma petite bulle cette dernière année et absolument pas confrontée aux relations aux autres et au regard extérieur, enfin très très peu. Donc c'était d'autant plus challengeant. J'avoue que j'ai débarqué à la villa le 1er novembre avec un peu une boule au ventre quand même, genre je m'étais là, quand même, je sens que ça va être challengeant, j'ai pas envie de me perdre. En fait, c'était vraiment ça mon intention quand j'y allais. J'ai envie de me découvrir, genre j'ai envie d'être inspirée tout par les autres d'un point de vue entrepreneurial, mais j'ai aussi envie de rester moi-même, de pas me perdre dans les autres, parce que je peux avoir tendance à surjouer qui je suis, à mettre en avant des traits de personnalité qui sont pas réellement les miens, à donner toute mon énergie au point d'être complètement fatiguée, d'être complètement saturée. Et je me suis dit, j'ai pas envie de tomber dans ces schémas-là, donc j'étais contente d'en avoir conscience avant, et c'est autant de choses sur lesquelles j'ai été vigilante pendant mon aventure. Et cette coloc est venue faire tomber plein de croyances et de blocages que je pouvais avoir vis-à-vis d'un groupe et vis-à-vis des autres. Parce que la raison pour laquelle j'appréhendais autant les groupes, c'est que par le passé, pour moi, un groupe, c'était synonyme de bitchage les uns sur les autres, quand il y en a un qui est pas là, de concours de force un peu sur qui est-ce qui prend le lead, qui a le dernier mot. Bref, j'avais que des images de, en fait, être dans un groupe, c'est un combat constant avec les autres. Et cette croyance est venue complètement s'effriter quand j'étais là-bas parce que le groupe était tellement harmonisé, enfin, les gens ne se critiquaient pas, genre il y avait que de la bienveillance les uns avec les autres et c'était hyper sain. Enfin, c'était hyper apaisant. En tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de me sentir à l'aise dans ce groupe-là. Et forcément, les personnes avec lesquelles j'étais influencent sur cette dynamique de groupe. Parce que j'étais avec des personnes qui se cherchent depuis des années, qui se trouvent, qui sont beaucoup dans l'entraide, dans la coopération. Genre, quand on est entrepreneur sans vouloir catégoriser, on est aussi beaucoup en groupe. On sait qu'on s'élève les uns les autres et qu'on voit plus l'autre comme quelqu'un contre lequel on est en compétition, comme un concurrent, mais comme quelqu'un qui peut nous apprendre, nous inspirer, qu'il y a de l'entraide qui peut se créer. Enfin, il y a l'intérêt commun qui se crée l'un avec l'autre et qui n'est pas du tout basé sur de la compétition. Et pour moi, ça a vraiment été la base de toute la dynamique qui s'est créée derrière et le fait que chacun ait pu trouver sa place, était à sa juste place pendant toute l'aventure. Et de mon côté, ça m'a permis de faire tomber cette croyance ou ce rôle que je m'imposais de il faut toujours que je sois parfaite, il faut toujours que je prenne la place dans le groupe pour être visible, parce que clairement ça vient toucher une part de j'ai pas envie d'être invisible aux yeux des autres. Il faut que j'ai de l'énergie tout le temps, il faut que je sois rigolote, il faut pas que je montre mes vulnérabilités parce que tatati tatata. Bref, j'ai vraiment pu être moi-même et grâce à ça, j'ai pu construire des relations qui étaient très très belles et on avait une dynamique qui était trop géniale, trop inspirante, trop motivante, c'était trop cool quoi. Et pour mettre un focus là sur le jugement, parce que c'était une de mes plus grosses craintes en arrivant, c'est que je me disais mais qui est-ce que je suis, moi bébé entrepreneur, parmi tous ces gens-là qui ont déjà créé des choses. Clairement, j'étais entourée d'entrepreneurs qui avaient fait des plus grandes choses que moi, entre gros guillemets, enfin en tout cas qui vivaient déjà de leur activité, qui généraient plusieurs milliers d'euros avec leur business. On n'était pas du tout sur le même niveau de développement dans nos entreprises et
je me disais, mais je vais jamais être considérée par les autres quand on va faire, par exemple, du co-développement, quand on va se donner des conseils. Putain, mais ils vont pas me considérer, moi, et qu'est-ce que je peux leur apporter? Parce que j'ai tellement pas d'expérience comparée à eux. Pourquoi ils prendraient mon retour alors que je débute, quoi? Et clairement, à aucun moment, je n'ai senti de manque de considération, de critique, de manque de légitimité ou quoi que ce soit. C'était hyper bienveillant. Chacun était considéré en tant qu'individu et pas en tant qu'entreprise. Et c'est hyper satisfaisant, enfin, de se sentir considéré en tant que soi. Au niveau de l'estime de soi et tout, c'est essentiel en fait d'être dissocié et de savoir que c'est pour soi qu'on est apprécié et pas pour son niveau de développement, le CA le chiffre d'affaires que tu génères ou quoi. Et personnellement, je pense que j'avais besoin de ça aussi pour me détacher de ce truc de Hélène, t'es encore un bébé entrepreneur parce que certes, ça fait que quelques mois que je l'ai lancé, mais je me rends compte que j'ai quand même mis en place énormément de choses dans mon business, que j'avance très très vite et je suis pas un bébé entrepreneur parce que j'ai lancé il y a quelques mois. Genre pour autant, j'ai de la légitimité et je suis tout autant de bons conseils que quelqu'un qui s'est lancé il y a 15 ans. Mais par contre, le fait d'être entouré de personnes qui avaient des business aussi développés, c'était hyper inspirant parce que le succès n'est plus une option du coup. Avant Bali, j'étais beaucoup dans le truc de est-ce que un jour je vivrai de mon activité? Eux, clairement, le mindset, c'est pas est-ce que je vivrai de mon activité, c'est comment est-ce que je passe à l'étape suivante parce que mon succès, ma réussite est déjà là. Mon business tourne déjà, genre comment je fais en sorte de l'amener à la dimension supérieure. Et ça m'a beaucoup aidé à dépasser mes peurs et mes blocages qui m'empêchaient de passer à l'action ou qui me faisaient passer à l'action hyper lentement. Enfin, bref, toutes les peurs qui m'empêchaient, moi, de passer au niveau supérieur. Et quand tu considères juste qu'en fait, tu vas réussir dans tous les cas, bah, tu vois les choses complètement différemment. Parce que tu agis et tu réfléchis comme si du coup tu avais déjà tout ce que tu voulais construire. Comme si bah, ton entreprise elle était déjà rentable, comme si tu avais déjà plein de clients. Et en fait, la dynamique et même ton sentiment de légitimité est complètement différent parce que tu mets en place plus de choses, tu t'affirmes plus, genre tu es certain et tu es confiant de tes compétences. Et moi, ça m'a aidé vraiment à concrétiser certaines idées, à voir où est-ce que je voulais aller, à imaginer plus grand, plus loin, plus rapide. Et c'est clairement cette énergie-là et cette version de moi que j'étais allée chercher à Bali, notamment sur le côté entrepreneurial. Donc j'ai pu la trouver et vraiment je l'emmène avec moi. Là, je l'ai ramenée à Lille parce que j'ai pas envie qu'elle me quitte. Je sais qu'elle fait partie de moi et qu'elle a juste besoin d'être stimulée, d'être entourée des bonnes personnes, d'avoir confiance en elle, d'avoir confiance en ses projets pour exister. Mais elle est là et ça, j'en suis bien consciente aujourd'hui. Et le point qui m'a beaucoup surprise d'un point de vue plus perso, c'est que je me suis toujours catégorisée comme introvertie, alors qu'en réalité, je pense que je le suis pas autant que j'imaginais. Je pense que je le suis dans une certaine mesure, un peu comme tout le monde, parce que j'ai aussi besoin de mes moments solo, mais je me rends compte que c'est vraiment quand je suis avec les autres que je suis inspirée. Mais ce qu'on oublie souvent quand on se dit « Ah, est-ce que je suis plutôt introvertie ou est-ce que je suis plutôt extravertie ?» c'est combien la qualité de l'entourage dépend justement de est-ce que ça nous ressource ou pas. Et pour le coup, quand tu es entouré de personnes qui t'élèvent, qui ne te drainent pas, qui te donnent de l'énergie, qui te donnent confiance en toi, que tu te sens vu, reconnu, considéré, t'iras forcément vers les autres parce que ces personnes-là t'élèveront. Donc faites vraiment attention à la qualité de votre entourage parce que c'est vraiment ça la clé pour est-ce qu'un groupe de gens me ressource ou pas du tout. Si les gens avec lesquels tu es te ressourcent, c'est que c'est des personnes qui te correspondent, c'est des personnes qui t'élèvent. Sinon, il y a peut-être des questions à se poser et ça, je parle d'un point de vue individuel comme d'un point de vue groupe pour le coup. Et finalement, ce mois entrepreneurial s'est fini sur un moment de partage où on a pu mettre en avant les axes d'amélioration et les forces de chacun et j'ai trouvé que c'était un exercice ultra puissant. J'avoue qu'initialement, cet exercice, je l'appréhendais parce que j'avais peur de prendre à cœur ce que les autres allaient pouvoir me dire, notamment les critiques, que je fasse un focus dessus et que du coup, mon estime de moi en soit complètement impactée. Et ça n'a pas été le cas, déjà parce que j'étais avec des gens hyper bienveillants et qu'il n'a jamais été question de t'es trop ci ou t'es trop ça. Quand on parle d'axes d'amélioration, c'est plus des points de vigilance. Ok, j'ai remarqué ça, peut-être que tu devrais repenser ça, peut-être que tu devrais faire autrement. Mais à aucun moment, c'est des jugements sur toi qui tu es en tant que personne. Au contraire, ça m'a énormément aidée parce que c'est hyper intéressant de savoir comment les autres nous perçoivent. On pense renvoyer une certaine image, un peu le rôle qu'on joue au quotidien. On pense que les gens voient grave nos faiblesses ou certains traits de caractère. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise « Ah bah, tu manques peut-être encore un peu de confiance en toi au niveau entrepreneurial, ou tu peux prendre trop de place dans un groupe. » Bref, je m'attendais à avoir ce genre de choses sur lesquelles moi, je fais le focus, et c'est pas du tout ce qui en est ressorti. Pour vous donner un petit peu les points qui m'ont marqué, que ce soit aussi bien positivement que négativement, le premier, c'est le fait qu'on m'a dit « Écoute plus tes besoins ». Et ça m'a challengée parce que je vous les répète à longueur de temps, agissez selon vos besoins, faites en fonction de vous, pas en fonction des autres, faites de vous votre priorité, etc., etc. Et le fait qu'on me dise écoute tes besoins, ça m'a marqué
Et effectivement, c'est fondé parce que je sais qu'il y a beaucoup de moments où je suis allée avec les autres par FOMO, parce que j'avais peur de manquer un événement, j'avais peur de manquer la discussion, j'avais peur de manquer tout ça, alors qu'en réalité, j'avais besoin d'être seule. Et sauf que de faire ça un peu tous les jours, de faire ça régulièrement, ça pesait clairement sur mon moral parce que j'en venais à ne plus avoir assez de batterie sociale pour les autres, à ne plus être accessible dans certains moments, à rester un peu dans mon coin, dans ma carapace, alors que si j'avais agi en écoutant mes besoins, ça aurait fait toute la différence. Donc je suis très contente d'avoir eu ce retour parce que ça montre qu'il y a encore du chemin à parcourir et qu'il y a quand même des moments où je m'oublie alors que j'en avais pas forcément conscience sur le moment, enfin que je faisais complètement l'autruche en mode non t'inquiète. Et en plus le fait que les autres le perçoivent, ça me montre bien qu'il y a quand même quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler aujourd'hui parce que c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer. De la même manière, quelqu'un a pu me dire qu'elle m'avait pas vraiment rencontrée sous ma partie vulnérabilité. Dans le sens où elle avait le sentiment peut-être que je jouais un rôle, que je voulais montrer que les bonnes facettes de moi. Et à l'inverse, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a dit j'ai beaucoup aimé ta vulnérabilité parce que justement je me sentais à l'aise et grâce à ça, j'ai pu aller vers toi, j'ai pu aussi te parler de mes vulnérabilités. Ça t'humanise beaucoup plus et ça facilite la confiance mutuelle. Et c'est marrant d'avoir cette ambivalence entre les deux. En vrai, je pense qu'elle est complètement fondée parce que j'avais pas le même niveau de proximité avec ces deux personnes. Mais c'est marrant de se dire que la personne qui me connaissait moins avait justement cette perception de moi comme quoi je montrais pas trop mes vulnérabilités. Après, je pense que c'est un très commun à beaucoup de personnes où on a beaucoup plus de mal à mettre en avant nos vulnérabilités, nos faiblesses, ou en tout cas de les garder bien cachées, surtout quand on connaît pas trop les gens. Mais effectivement, c'est encore quelque chose sur lequel moi j'ai envie de travailler parce que c'est pas du tout en accord avec le discours que j'ai. Genre moi justement, je prône la vulnérabilité. Je pense que c'est essentiel pour établir des relations de confiance. Donc voilà, c'est encore quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler. Et le retour qui m'a le plus marqué, et au début je l'ai complètement rejeté, et d'ailleurs vous êtes les premiers concernés, parce que vous me le dites aussi régulièrement, c'est que suite aux séances de coaching, suite aux podcasts, aux vidéos sur YouTube, ce qui ressort quasiment à chaque fois et qui est commun à tous les commentaires et à tous vos retours, c'est j'ai aimé ta douceur. Et dans les premiers commentaires, j'étais là, mais je comprends pas. Genre, je suis la dernière personne à me considérer comme quelqu'un de doux. Genre, même je l'ai dit à Anto, il m'a regardé en mode, toi, t'es douce. Parce que même à l'intérieur de moi, j'ai plus l'impression d'être une pile d'énergie, genre d'être un feu que quelqu'un de doux. Et c'est quelque chose qui est ressorti aussi avec mes colocs, où ils m'ont dit, on a aimé ta douceur parce que c'est hyper apaisant, ça met à l'aise de fou, et ça permet, là encore une fois, d'avoir des relations qui soient hyper agréables. Et au début, c'était vraiment challengeant pour moi parce que je me disais, mais j'ai pas envie que les autres me perçoivent comme ça. Genre, pour moi, doux et calme, c'est genre avoir deux tensions, c'est pas celle que je suis, c'est pas celle que j'ai envie d'être et tout. Et en fait, en repensant à tout ça, en acceptant aussi que du coup ce calme fasse partie de moi, mais en prenant du recul, je me suis rendu compte que cette douceur, c'était aussi grâce à ça que vous arrivez à vous déposer aussi bien en séance, que vous arrivez à me faire confiance, que c'est aussi grâce à ça que vous arrivez à me partager vos vulnérabilités, que ce soit en coaching, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit pendant les ateliers. Et finalement, je vois vraiment ça comme une force et je me dis, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et j'ai beaucoup plus de facilité à l'accepter depuis que j'ai vu les choses sous cet angle-là et sous ce nouveau prisme, parce que je me dis, dans tous les cas, pour avoir le feu qui m'anime aussi, il faut aussi plus de calme. Genre, l'un ne va jamais sans l'autre. Genre, l'équilibre, c'est ça. Le yin, le yang. Le feu, le calme. Et finalement, j'accepte 100% de cette partie de moi parce qu'en fait, je trouve que c'est une vraie force du coup, parce que si en plus ça sert à la personne en face de moi, à ce qu'elle se sente bien, à ce qu'elle arrive à me faire confiance, à ce qu'elle arrive à se sentir en sécurité et tout, mais je me dis mais rien n'est plus beau que ça. Donc encore une fois, changer de paradigme sur nos défauts entre gros guillemets, c'est essentiel parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est une vraie force et que ça sert forcément quelqu'un et quelque chose. Et cette partie un peu d'ambivalence entre l'ombre et la lumière, le yin, le yang, c'est grave quelque chose que j'ai travaillé du coup pendant que j'étais à Bali, quelque chose sur lequel je me suis documentée et effectivement on pense toujours qu'il faut mettre qu'en avant nos lumières, mais nos lumières pour briller, il faut qu'il y ait de l'ombre derrière. Et en fait, l'un ne va jamais sans l'autre. T'as besoin de cette lumière-là pour avoir l'ombre derrière. T'as besoin de l'ombre pour avoir la lumière. Et il n'y a pas besoin de rejeter nos petits défauts pour arriver à briller comme on le souhaite, parce que c'est aussi ça qui fait notre humanité. Mais si ce sujet vous intéresse, j'en ai fait une vidéo sur YouTube où je parle justement de ces parts d'ombre et de ces parts de lumière, comment les accepter, comment les intégrer dans notre quotidien. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller la voir.
Donc voilà pour tous les petits messages que j'ai pu avoir à Bali, toutes les choses avec lesquelles je repars. Mais quand j'annonçais justement mon départ aux personnes que je pouvais rencontrer, genre aux gens que je rencontrais au Lagri et tout, leur retour c'était toujours quand est-ce que tu viens t'installer à Bali. Et c'est marrant parce qu'à aucun moment je n'ai considéré aller m'installer long terme à Bali. Parce que clairement moi c'est pas là où je me sens le plus épanouie, genre mes piliers de bonheur ne sont pas à Bali. J'ai adoré cette expérience, elle m'a hyper enrichie. Mais moi, la manière dont je me sens bien, c'est pas avec un sac à dos et courir dans tous les sens à travers le monde. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est mes petites routines, c'est ma structure, c'est mes proches. Et c'est tout ça qui me permet de me sentir bien au quotidien. C'est tout ça qui me permet de me sentir heureuse, genre de ressentir le bonheur. C'est un peu ça, ma formule du bonheur. Genre, mes amis, plus mon travail, plus mon chez moi, plus mon lapin, plus tout ça, ça fait de moi une personne heureuse. Mais à Bali, je n'avais pas tous ces piliers-là et effectivement, je ne vois pas mon bonheur à l'étranger sur le long terme. En tout cas, pas à Bali. Et c'est marrant parce que avant de tourner l'épisode, je suis tombée sur la vidéo d'une nana qui expliquait pourquoi il y avait autant d'attrait à vouloir rester à Bali. Et je la rejoins complètement sur le fait que les gens veulent rester à Bali parce qu'ils se retrouvent là-bas. On a une manière tellement différente d'appréhender la vie, que ce soit notre bien-être, que ce soit notre quotidien, que ce soit notre rythme de vie, que ce soit les personnes qu'on rencontre et tout, qu'on se découvre soi-même, mais sous un angle où on s'apprécie beaucoup plus, parce qu'on est moins stressé, parce qu'on est entouré de personnes qui nous correspondent plus. Et c'est tous ces facteurs mis bout à bout qui créent un sentiment de bien-être et qui te font rester à Bali. Parce que ce que tu imagines, c'est que ce bien-être-là, tu vas le trouver que là-bas. C'est que tu as besoin d'être là-bas pour le trouver. Et je pense du coup que le fait d'avoir fait tout ce travail en amont sur moi, sur construire des relations qui me correspondent, de faire un travail aussi qui me correspond, de vivre selon mon rythme de vie et de pas courir dans tous les sens et tout, le fait d'avoir construit tout ça en amont, ça fait que j'ai pas d'attache du coup à Bali. Je sais pertinemment que j'ai pas besoin d'être à l'autre bout du monde et de vadrouiller dans tous les sens pour trouver justement mon niveau de bonheur et de satisfaction. Donc je pense que c'est en grande partie pour ça que j'envisage pas d'aller m'installer long terme à Bali. Après, je pense qu'il y a des choses aussi qui sont très propres à moi, que j'ai effectivement ce besoin de structure et de routine et compagnie, là où d'autres personnes ont plus besoin de vagabonder et de découvrir le monde. Ce que je peux comprendre, enfin vraiment, il n'y a aucun jugement de valeur, genre chacun est comme il est. Et donc, Bali, ça m'a vraiment permis de me connaître d'autant plus. Et moi qui, des fois, me disais, ah bah peut-être que je serais plus heureuse à l'étranger, ou si je vivais à l'étranger, ou quoi que ce soit, bah ça m'a rappelé que non, en fait, genre c'est pas parce que t'es ailleurs que ton bonheur va être plus important, que tu vas être plus heureuse. C'est en fonction de comment tu te sens, de ce que tu construis. Et personnellement, du coup, j'ai d'autant plus compris et identifié quels étaient mes piliers et sur lesquels je devais me reposer pour être heureuse. Parce que je sais que quand j'en nomme un, je suis directement déséquilibrée. Quand je vois pas assez mes amis, je sais que ça se ressent sur mon moral, sur mon humeur et compagnie. Alors je sais que je dois le réintégrer davantage dans mon quotidien. Mais là encore, c'est un cheminement où il faut multiplier les expériences pour se découvrir soi-même, pour découvrir notre fonctionnement, pour découvrir nos piliers. Et c'est grâce au fait d'être partie à l'étranger, c'est grâce au fait d'avoir quitté mon taf que j'apprends à me connaître. Et c'est tellement enrichissant. Donc merci Bali pour tout ce que ça m'a apporté. Merci pour toutes les personnes que j'ai rencontrées. Désolée, je ne viendrai pas m'installer là-bas, mais je te regarde depuis très loin et je t'envoie beaucoup d'amour. Donc sur ce, on se retrouve d'ici peu pour le lancement de cette mini-série autour du rééquilibrage de son corps et de son mindset. On se retrouve aussi sur YouTube vendredi pour la vidéo de la semaine. Je sais pas encore quel sera le sujet, mais ce sera hyper intéressant. Et sinon, on se retrouve chaque lundi sur le podcast pour papoter ensemble. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.